moi, je m'appelle Pierre Trileschi. Je suis médecin généraliste. J'exerce à la Maison urbaine de santé de Lille et je suis élu président de la CPTS Causen, Communauté de santé Eurométropole Nord, en tant que représentant de la Maison de santé de Lille actuellement. Voilà, donc je vais vous passer la parole. Peut-être que chacun se présente. Est-ce que peut-être Madame Adjet, vous voulez vous présenter? Merci, bonsoir. Donc, je suis Dalia Hadj, je suis là pour représenter le SAS Libéral 67, donc le dispositif de soins non programmés, de régulation de soins non programmés en lien avec les US. Mhm. Je vais passer la parole peut-être à Justine Chevassu. Oui, alors je suis Justine Chevassu, je prends fonction de coordinatrice à la CPTS Causen. Je passe la parole à euh, Raphaël Roch. Oui, bonsoir à tous. Donc, j'ai pris mes fonctions de directeur de la CPTS Causen le 2 septembre. Voilà. Donc, et l'équipe va bientôt s'agrandir. Donc, on se structure tout doucement pour être de plus en plus efficace. Très bien. Il y a eu Euh, un petit message hein, Oui. voilà. En fait, Annelise n'est pas Annelise. voilà. Il y avait des soucis de connexion. C'est bien le docteur Pinzaru. Voilà. Très bien. Bon, mais c'est bien, on saura que c'est vous. Vous arrivez à prendre la parole, Madame Pinzari? C'est vous qui pouvez débloquer votre micro ou non? Non, vous pouvez pas. Mm. Donc, vous allez être témoin muet, Muette. ma pauvre. C'est moins possible. Si vous êtes une bavarde, ça va être compliqué, hein. Très bien. Donc, Mme Pinzarou, donc, qui est pédiatre, comme elle a affiché, et donc qui participe à la soirée. Et Madame Schwaller, si vous voulez juste vous représenter. Je suis Cholaire Lucille et donc je suis pharmacienne d'officine à la pharmacie de la Rocade à Bischheim. Donc depuis avril 2024 où j'ai repris la pharmacie. Ok, très bien. Écoutez, donc on va commencer à faire cette présentation. Madame Hubert qui nous rejoint. Je vais la laisser juste se connecter et peut-être se présenter rapidement. Alors, on attend qu'elle apparaisse. Madame Hubert, si vous avez la possibilité d'ouvrir votre caméra, on voit que vous êtes connecté. Bonsoir, docteur Treski. Alors, Bonjour. je vais essayer. Ah ben parfait. Alors juste, si vous voulez juste vous présenter, on a fait un petit tour de table rapidement. Alors, Christiane Hubert, gérante de la société Stan Pro et des aides de la santé. En fait, on travaille depuis 2 ans à peu près sur les soins non programmés. On travaille directement à l'hôpital de Nancy. On a un peu d'expérience, si je peux me permettre, depuis près de 2 ans sur les soins non programmés, puisqu'on travaille directement sur l'hôpital de Nancy, en fait, sur le SAMU de Nancy. Merci beaucoup et merci d'être présente ce soir, hein. Écoutez, donc en fait, juste pour contextualiser un petit peu, euh, est-ce que ça vous est possible, Raphaël, de projeter le PowerPoint? Enfin, on voulait parler de notre mission 1 de la CPTS, qui est celle de l'accès aux soins. Donc, dans cette mission 1, on a des fondamentaux qui sont l'action accès à un médecin traitant, l'action accès à l'imagerie médicale. Mais ce soir, on voulait vraiment faire un focus sur ce webinaire sur la question de l'accès aux soins, en particulier aux soins non programmés. Et la CPTS a fait le choix
de ne pas se doter de services de régulation médicale, mais de s'affilier au service de régulation médicale que vous présentez par la suite, Madame Hadjedj, qui a été mis en place par le 116-117 depuis maintenant 2018, ça fait un bout de temps, et qui se concrétise sous la forme du SAS, service d'accès aux soins libéral. Un petit mot du service d'accès aux soins, c'est un service qui est destiné à répondre aux personnes qui ont des besoins de soins sans avoir pu le programmer, sans avoir pu le prévoir, des soins qui ont besoin d'une réponse médicale, idéalement dans les 48 heures, mais ça peut être parfois dans des délais beaucoup plus courts, mais qui ne sont pas des soins de type urgent, pas forcément des soins de type urgent. Et donc, quand ces personnes tentent de joindre leur médecin traitant, si leur médecin traitant n'est pas disponible, le service d'accès aux soins national a mis en place des SAS locaux qui permettent la réponse à ces besoins de soins rapidement. Euh, donc, on a un service d'accès aux soins national et on a des services d'accès aux soins régionaux et surtout locaux, départementaux. Et le département 67 est doté du SAS libéral 67 qui gère cette réponse et qui gère la régulation et la mise en œuvre d'une réponse adaptée. La CPTS participe à ce dispositif et, et cherche à, dans ses missions, coordonner et optimiser des réponses pour que les professionnels de soins de proximité puissent participer. Donc là, je vais laisser la parole à Dalia Hadjedj, qui va peut-être nous présenter comment fonctionne dans son principe le SAS. Ah, On, on peut peut-être juste dire un mot, comment dire, de ce premier point, et si Dalia peut le prendre, ou alors je m'en occupe comme vous le souhaitez, Dalia. Je vous en prie. Voilà, donc ça c'est la première partie du processus. Hein. Il s'agit de la demande du patient, comme l'a précisé le docteur Trileski, sans qu'il y ait d'accès possible à son médecin traitant. Donc ce patient, il a le choix entre deux numéros. Le 15, si urgence il y a, de l'ordre de son appréciation personnelle, sinon le 116-117. Alors dans les deux cas, il s'agit du même régulateur. Voilà, c'est pas forcément une information accessible au KIDAM, on le sait, et du coup il y a un double fléchage possible. Tout ce qui relève des urgences est traité par le SAMU. Et tout ce qui relève du service d'accès aux soins, du SAS, est donc orienté vers le SAS 67. Et je donne la parole à Madame Hadjedj. Oui, donc nous, on intervient après l'agent de régulation du SAMU, donc après une première orientation qui exclut les deux grades d'urgence les plus importants au SAMU. Euh, et donc, l'appel est pris par, alors c'est dans l'autre sens, l'appel est d'abord pris par une OSNP libérale, donc un agent de régulation aussi, mais qui est salarié du SAS libéral, qui va prendre toutes les informations administratives et de localisation du patient, qui va prendre aussi les coordonnées du médecin traitant. Et puis, une première définition de motif d'appel et qui va passer 100% des appels au médecin régulateur libéral. Les médecins régulateurs libéraux, ils sont une soixantaine à travailler dans le SAS libéral 67, puisqu'en fait, ça existe déjà depuis 4 ans. Et donc, on travaille, on a la chance de pouvoir organiser le travail de deux associations de permanence des soins qui sont la DPS et SOS Médecins et qui donc fournissent
60 médecins libéraux qui tournent de 8h à 20h tous les jours ouvrés. C'est eux qui reçoivent donc 100% des appels qui nous sont envoyés par le SAMU et qui vont faire donc la régulation. Alors la régulation, la principale arme du régulateur, c'est le conseil. On voit qu'il y a 70% des appels à peu près qui se soldent par un conseil. On n'a pas encore la finesse, on va la programmer dans le logiciel, mais on aimerait pouvoir savoir si ce conseil, c'est aller aux urgences, c'est pas exactement la même chose que si ce conseil, c'est un conseil qui met fin vraiment à la situation du patient, ou si c'est un conseil qui est d'appeler le médecin traitant le lendemain. Donc on voudrait affiner ça, mais en tout cas 70% des actions des régulateurs s'arrêtent là. Et pour les 30% restants, le régulateur estime qu'il y a une situation qui doit être prise en charge par un médecin de ville. Il s'assure avec l'OSNP que le médecin traitant n'est pas disponible et qu'il y a vraiment besoin d'un effecteur. Et donc, il va rechercher un effecteur, donc un médecin sur le territoire, sur la zone où se trouve le patient, qui peut prendre en charge le patient. Et là, le patient, il est adressé donc, via le logiciel Entracte, il y a un système de notification sur l'application Entracte. Donc, si demain vous êtes médecin effecteur, vous pouvez vous inscrire sur Entracte sans engagement de prendre en charge des patients. Recevoir une notification quand il y a un patient sur votre territoire, dans votre localisation, qui a besoin d'une prise en charge. Et dans la notification, vous voyez pour quel motif. Vous voyez dans quel délai il doit être pris en charge aussi. Vous voyez si c'est une consultation ou une visite. Et en fonction de tout ça, vous allez dire oui ou non, si vous voulez ou vous pouvez le prendre en charge ou non. La notification, elle est envoyée en priorité au médecin traitant. C'est important de respecter le parcours de soins. Et si le médecin traitant ne peut pas prendre en charge le patient, à ce moment-là, elle est envoyée de façon immédiate et synchrone à tous les médecins du territoire qui sont inscrits sur Entracte. Il y a encore deux petits canaux qui ne sont pas sur ce schéma. C'est qu'en dehors des conseils médicaux et de la recherche d'effecteurs, il y a aussi le retour au 15, qui est une des possibilités de la régulation. Le médecin régulateur libéral peut se rendre compte que ça relève du 15 et que ça a été mal orienté, donc renvoyé vers le 15. Et puis, il y a aussi la recherche de transport et l'envoi de transport. Voilà. Mais c'est un peu plus marginal. Donc, le but de la régulation libérale, c'est pour les médecins traitants de pouvoir partir en vacances la tête tranquille, de pouvoir orienter leurs patients ponctuellement vers une prise en charge qui n'est pas seulement vers le 15, vers une prise en charge un peu plus légère s'ils ne sont pas disponibles. Et si vous voulez être médecin effecteur, et donc, ça concerne plus la pédiatre qui est connectée. Mais voilà, si vous voulez être aussi effecteur, ça vous permet de vous engager dans les soins non programmés, de valoriser aussi cet engagement puisque c'est rémunéré par l'assurance maladie. Et puis surtout d'avoir une orientation qualifiée. C'est pour ça que c'est important de préciser que les médecins régulateurs sont libéraux et qu'ils ont la même perception que les effecteurs libéraux, la même appréciation, ils sont dans le même univers, c'est pas régulé par les médecins hospitaliers, c'est re-régulé en deuxième intention par les médecins libéraux. Okay. Voilà pour la partie SAS libéral. Merci. Ce qu'on peut peut-être préciser dans le cas particulier du Bas-Rhin, hein, c'est que la première brique que l'on voit apparaître juste sur la gauche d'Entracte, hein, c'est la brique nationale, encore une fois, comme ça a été annoncé tout au début. Il s'agit bien de cette plateforme numérique nationale. Force est de constater pour l'heure que si on est un peu dans une version bêta du dispositif, et si pour l'heure ça a pu fonctionner dans d'autres régions et d'autres départements, dans le Bas-Rhin, ça n'est pas encore opérationnel. Voilà, mais ça existe et c'est ce vers quoi l'on tendra de façon harmonisée.
Voilà. Ça, c'était pour la brique de gauche. Et du coup, en complément de ce qu'a dit Madame Adjetch, l'idée, hein, c'est vraiment, et je vais passer la parole à Madame Hubert, c'est vraiment que la CPTS remplisse son rôle d'ouverture sur son territoire pour venir compléter le dispositif avec des médecins qui, pour l'heure, ne seraient pas intégrés à ce système et pourraient emprunter le chemin de la CPTS pour jouer leur rôle. Donc, je donne la parole à Madame Hubert, puisque l'OSNP de cette solution que détaillera le docteur Trivesky dans un second temps, ça serait la société dont Madame Hubert est gérante. En fait, ça fait 2 ans qu'on travaille sur la CPTS de Nancy. Aujourd'hui, on a 10 collaboratrices qui sont au SNP, opératrices de soins non programmés. Donc, qu'on met à disposition directement avec le COSEN, en fait, avec la CPTS COSEN. Donc, il y a une formation qui a été mise en place sur le SAS Alliance 54 pour l'ensemble de mes opératrices. Elles ont une connaissance quand même complètement aboutie sur les symptômes d'une urgence médicale qui fait une double sécurité pour le SAMU. Ce qui est vraiment très important, parce qu'en fait, pendant le long de la conversation, il peut y avoir d'autres symptômes d'urgence médicale. Nos collaboratrices sont tous les 3 mois en formation, et ça, c'est une obligation et c'est une demande du service d'accès aux soins. En fait, vous disposez des collaboratrices du service 54, en fait, où il y a une formation qui est très aboutie, en fait, sur les soins non programmés, sur les symptômes d'une urgence médicale. Ça, je pense que c'est vraiment la base. Il arrive régulièrement, notamment sur Nancy, en fait, vous pouvez vous renseigner auprès du docteur Treleski, où des urgences passent à la trappe et donc ça fait une double sécurité avec l'OSMP. On peut s'adapter donc du coup complètement à Entracte. C'est quelque chose qui est totalement possible puisque nous on travaille de 8h à 20h, même de 7h à 20h. Y compris dans le cadre des PDSA, où on travaille avec les BDSA, c'est les mêmes OSNP puisqu'on dispose de 10 personnes qui sont formées aux soins non programmés et qui sont OSNP de formation. Très bien. Donc, je ne sais pas si vous pouvez passer sur... je peux La vous diapo suivante. expliquer dans les modalités. Oui, complètement. En fait, ce qui était vraiment important sur en fait ce qui s'est passé en fait le travail qui a été fait avec Stan Pro en 2017, bien avant ce qui se passe, enfin, avec ce qui s'est passé avec l'Alsace, avec originellement, ce qui s'est passé, c'était que je trouvais qu'il y avait les urgences étaient débordées et en travaillant avec docteur Sylvie Rossinon, qui est présidente d'une CPTS, et je lui disais qu'il y avait souvent en fait des médecins remplaçants où il y avait des possibilités et que les urgences étaient complètement débordées et que, par exemple, un nourrisson qui avait 42 fièvres, et on pouvait arriver à trouver une solution et sans déborder les urgences, en fait. Donc, on est parti de ce constat-là et on a fait, un travail depuis 2017 qui est énorme. Et là, en fait, on fait une proposition à l'ensemble des services d'accès aux soins où le médecin traitant est vraiment au cœur du système, c'est-à-dire que seul le médecin traitant connaît le dossier patient du patient et qui aura forcément une meilleure prise en charge. Donc, du coup, ça, c'était vraiment l'idée directrice. Et quand le médecin traitant, il y a une valorisation de son activité. Et donc, si le patient, on s'est rendu compte en fait que quand ils appellent le médecin traitant, quand ils appellent le 15, parfois,
on va dire que 40%, entre 40 selon les localités, selon le secteur, entre 40 et 50% des patients n'appellent pas leur médecin traitant, soit parce qu'il y a un télésecrétariat, il y a un système d'attente, soit parce que aujourd'hui ils sont sur un système où en fait il n'y a pas de possibilité d'avoir une personne humaine derrière. Et en fait, l'idée, c'est de vraiment recentrer et de valoriser l'activité du médecin traitant. C'est vraiment le cœur, et de valoriser avec un 15 € en MRT. Donc, le médecin traitant, on appelle systématiquement le médecin traitant. C'est dans 99% des fois, on a, en tout cas, j'ai une expérience sur Nancy. 99% du temps, on arrive à avoir le nom du médecin traitant. La prise en charge est meilleure. Il y a une valorisation de la consultation du médecin traitant et on envoie un SMS systématiquement au médecin traitant pour lui dire que son médecin, son patient, a demandé une prise en charge par le biais du SAMU. Si le médecin traitant n'est pas pris en charge, en fait, s'il ne peut pas prendre en charge son patient parce que pour des raisons diverses et variées, c'est ce qui arrive, il est absent ou il est en congé ou on va tomber sur un médecin effecteur. En règle générale, sur les départements, on arrive à une collaboration par exemple, sur le 54, on arrive à une collaboration à 60% de médecins effecteurs. Et on arrive à trouver sur des grosses agglomérations, ne serait-ce que sur Nancy, donc on pourrait faire la même chose que sur Strasbourg. On arrive souvent je dirais, dans 40% des cas, sur des grosses villes, à trouver un médecin effecteur à moins de 500 mètres du cabinet, ce qui va limiter les visites à domicile, les frais et une valorisation pour le médecin infecteur de sa consultation. Et avec surtout ce qui est quand on prend en charge un médecin infecteur qui est d'accord pour travailler avec le SAS, c'est savoir si par exemple il parle anglais, s'il parle ukrainien. Et en fait, l'avantage sur votre secteur de Strasbourg, où vous avez des médecins qui parlent ukrainien, vous avez des médecins qui parlent bien sûr allemand, et c'est de trouver le médecin effecteur en fonction des besoins du patient. C'est-à-dire, le médecin, et là je voulais noter, ça c'est vraiment un paramètre qui est vraiment important. C'est-à-dire que vous avez une patiente qui a des palpitations depuis une dizaine de jours, et c'est ce qui arrive régulièrement au sein du SAS à Nancy, c'est trouver un médecin qui a un ECG. Donc en fait, dans nos paramètres, on va trouver le médecin le plus proche de domicile, mais avec un autre paramètre, avec un ECG. Et ça peut aller au-delà de ça, avec un accès handicapé ou au lieu d'un accès handicapé, ça va être qui parle ukrainien. Très Et bien. donc, et donc, du coup, on est en capacité, en fonction de tous ces paramètres-là, de trouver le médecin le plus proche du domicile avec, et on est capable aujourd'hui avec nos paramétrages et avec un gros travail de paramétrage derrière et d'appel des médecins traitants, de trouver, je vous donne un exemple, hier sur le SAS, et je suis très fière vraiment, un patient qui était aveugle, on lui a trouvé un médecin traitant, il demandait une visite à domicile, sauf que en fait, le SAMU était complètement débordé. On lui a trouvé un médecin traitant à 200 mètres de son domicile. Donc, du coup, avec sa canne, il était en capacité de se déplacer. Très bien. Super. Merci. On redonne la parole au docteur Trileski pour un point de vue, une expérience Oui, PS. tout à fait. Merci beaucoup. Donc, oui, effectivement, ce sont ces qualités qui ont fait que la CPTS a choisi de travailler avec Stan Pro. Stan Pro a du savoir-faire, hein, comme vous l'a expliqué Christian Hubert,
Et c'est effectivement les demandes qu'on lui a fait de mettre, malgré le fait que, comme le disait Madame Adjedj, au moment de l'appel, le médecin traitant est normalement dans la boucle, mais parfois il n'est pas déclaré, il n'est pas identifié. Donc pour nous, dans la CPTS, étant donné qu'on veut absolument faire jouer un rôle de premier plan à ce médecin traitant qui coordonne le parcours de soins, on a demandé au moment de l'appel de rechercher une nouvelle fois quel est le médecin traitant et de tenter de le joindre en priorité. Et donc, si ce médecin traitant est joignable et capable de répondre à la demande de soins non programmés, comme je le disais tout à l'heure, il ne s'agit pas de soins urgents, hein, il s'agit de soins qui doivent être réalisés dans un délai de 4 heures, ça dépend des soins, hein, 4 heures, 8 heures, 12 heures, 24 heures parfois, voire même 48 heures. Donc, on peut tout à fait solliciter leur médecin et demander aux médecins s'ils sont en capacité de répondre dans un délai raisonnable aux besoins du soin. Et StanPro est en capacité de faire ce travail. On le missionne spécifiquement pour ça. Ensuite, si le médecin traitant n'est pas disponible, ça a été dit, StanPro est en capacité d'interroger, par exemple, les associés de ce médecin traitant ou, quand les médecins travaillaient en cabinet de groupe, d'interroger le groupe ou le secrétariat du groupe de travail. Et ensuite, si là, il n'y a pas de médecin disponible, si le remplaçant n'est pas disponible, si le collaborateur n'est pas disponible, ensuite, à ce moment-là, il y a la recherche de proche en proche de médecins qui sont en capacité de répondre aux besoins de soins avec les qualités que Christian Hubert mettait en évidence. Nous avons demandé à StanPro d'identifier les capacités d'un médecin. S'il y a besoin de réaliser un électrocardiogramme, le médecin a une fiche personnelle, et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire au niveau d'une CPTS parce qu'ils ne sont pas si nombreux que ça, les médecins. Il y en a une soixantaine sur la CPTS COSEN, 60, 70. Et donc, on peut tout à fait identifier ceux qu'ils sont en capacité de mettre en œuvre. Est-ce qu'ils peuvent faire un électrocardiogramme? Est-ce qu'ils peuvent faire un soin technique? Est-ce qu'ils peuvent réaliser un acte bien spécifique qui est demandé par le médecin régulateur? Et à ce moment-là, le choix va être dicté à la fois par la proximité et à la fois par la capacité de travail. Et dans ce cas-là, la prise en charge pourra avoir lieu, elle va être accompagnée, gérée, et nous veillerons à ce que le dispositif prévienne dans tous les cas le médecin traitant quand il a été identifié que une intervention a eu lieu. Si, imaginons, moi qui suis médecin traitant, je suis en congé et j'ai pas de remplaçant, j'ai personne qui peut travailler à ma place, eh bien, j'ai été contacté et je recevrai un message qui me dira, il y a eu une intervention pour votre patient à telle date et qui a eu besoin du système d'accès aux soins, du service d'accès aux soins. Voilà. Alors, il peut arriver que on ne trouve pas soit qu'il y ait une urgence. Dans ce cas-là, l'opérateur de soins non programmés de StanPro est en capacité de l'identifier et de se retourner de nouveau vers le régulateur qui a pris l'appel. Ou bien, si on ne trouve pas de personne en capacité d'aller faire cet acte, ce qui va être vraiment exceptionnel, dans ce cas-là, on va pas dire, bon, ben tant pis, on n'a trouvé personne. On va renvoyer, solliciter le régulateur pour qu'il puisse reprendre, s'il le faut, le besoin. C'est une solution de secours qu'on a voulu intégrer mais qui ne sera certainement que très exceptionnel. On peut penser que le système réagira assez bien et assez facilement pour permettre ce travail. Après, on aidera les médecins qui interviendront à percevoir leurs honoraires. Ça leur permettra d'être inscrits et de percevoir des honoraires, des majorations d'intervention qui sont aussi nécessaires, comme le fait Entracte.
Ces médecins sont identifiés et leurs honoraires sont valorisés. Parallèlement à ce travail, la CPTS se mobilise pour solliciter des médecins pour qu'ils deviennent médecins régulateurs libéraux. Donc, les invitant à venir participer à ce système, les invitant à se former, et nous allons organiser aussi, en collaboration avec des organismes de formation, des formations pour les médecins de terrain, pour qu'ils puissent devenir médecins régulateurs, parce que malgré la soixantaine de personnes qui sont présentes, dont parlait Madame Adjed, il y a besoin d'avoir ces régulateurs, il y a besoin de les renouveler. Et permettre à ces médecins de terrain de travailler avec les médecins régulateurs leur donnera la possibilité de peut-être plus s'impliquer dans les dispositifs qui sont en train de se créer. Très bien, merci. Du coup, ce qui est intéressant, hein, c'est vraiment d'essayer d'être complet et très concret dans la description du dispositif. On a eu des exemples, on a eu l'expérience médecin. Euh, Peut-être solliciter Justine pour expliquer comment, techniquement, les médecins qui seraient intéressés pour intégrer cette solution SNP-Cosen peuvent se signaler à la CPTS. Oui, alors on a pensé à un système très simple en utilisant ce qu'on a déjà créé auparavant, c'est-à-dire à travers notre annuaire. Donc notre annuaire, il est disponible soit en tapant annuaire.cosen sur Internet, soit via notre site Internet. En fait, cet annuaire, c'est comme une cartographie, mais très locale, de tous les professionnels de santé du territoire. Alors, c'est pas tout à fait exhaustif, hein, puisque ça bouge beaucoup avec les départs à la retraite, nouvelles arrivées, etc. Mais on voulait que ce soit local et que ce soit un annuaire que chaque professionnel puisse se saisir au travers d'un accès professionnel. Donc, c'est-à-dire que quand vous vous rendez sur l'annuaire, donc là, je ne sais pas qui a la main, mais il montre une petite simulation de recherche de pharmacie. Voilà, donc on peut zoomer, on a toutes les pharmacies référencées du territoire avec un numéro de téléphone à joindre et une adresse mail. Voilà. Donc, si par exemple, je ne sais pas, la pharmacie de la Rocade, il y a une faute dans l'adresse mail ou dans le numéro de téléphone ou voilà, quelque chose comme ça. On peut passer par l'accès professionnel qui se trouve en haut à droite. Donc là, c'est sur le compte directement, donc je crois que vous êtes connecté déjà. Mais l'objectif, c'est de se créer un compte, donc c'est très rapide, hein, c'est un identifiant et un mot de passe qui permettra de pouvoir modifier vos données, les mettre à jour, etc. Et on a pensé donc rajouter sur cet espace personnel, professionnel, un petit encadré avec une petite phrase explicative pour que chaque professionnel, donc médecin, pédiatre, etc., qui souhaite faire partie du dispositif soins non programmés puisse le faire figurer ici et que nous, on ait une notification et qu'on fasse le relais ensuite. Voilà, donc c'est très simple, il faudra juste se créer un petit espace personnel. Donc là, il y a l'interface, hein, quand on a notre espace, on peut modifier facilement, vous voyez à gauche le téléphone, l'adresse mail, et à droite, on imagine un petit encadré en plus qu'on va créer très rapidement pour que chacun puisse se rajouter ou non et décider s'il souhaite être effecteur ou non. Très bien, merci Justine. Voilà, donc je propose peut-être qu'on passe à la séance, parce que c'est intéressant que ce soit interactif, bien sûr, à la séance de questions, s'il y en a, pour les personnes qui découvrent la proposition ou qui que ce soit qui souhaiterait rajouter ou faire remarquer quelque chose. Oui, moi j'aimerais demander comment on s'inscrit sur Entracte. Alors, sur Entracte, il faut juste télécharger l'application et ensuite, il suffit de rentrer nom, prénom, RPPS et c'est à peu près tout. Mettez votre localisation et vous pouvez choisir les horaires sur lesquels vous acceptez d'être notifié. Voilà. Mhm.
Donc l'application est disponible facilement. Oui, euh, oui, elle est sur les magasins d'applications, sur les même téléphones. Apple ouais, Play et Apple, je ne sais plus comment il s'appelle. Oui, voilà, App Store. Alors moi, j'ai juste une petite question aussi. Est-ce qu'un médecin, en règle générale, hein, peut rentrer dans le dispositif à n'importe quel moment? Parce que j'imagine que par exemple, comme on a parlé dans l'annuaire, ils vont cocher qu'ils souhaitent rentrer dans le dispositif, mais ça sera un petit peu au compte-gouttes. Ça se passe comment, du coup, ils sont directement imprégnés ou... C'est une question qui s'adresse à la CPTS? Bah, non, ça peut s'adresser un petit peu tout le monde, à vous également, si vous avez la réponse. Oui, en tout cas, nous, ça passe pas par l'annuaire, donc c'est plutôt, je pense, pour Stan Pro, la CPTS. Ouais. Je pense que la question, c'est une fois que quelqu'un fait la démarche technique, on va dire que ce soit de télécharger l'appli ou de passer par SNP Cosen, dans quelle mesure il existe cette phase d'imprégnation qui permet en effet, de comprendre les tenants et les aboutissants du dispositif au-delà de l'outil même. Ah, bah, en tout cas, en ce qui concerne Entracte, Mhm. dès que le médecin a téléchargé l'application et qu'il s'est connecté, il reçoit tout de suite les premières notifications. S'il répond jamais aux notifications, qu'il les désactive, ben, il reste quand même dans la base Entracte, mais il n'est pas notifié s'il ne le souhaite pas. Et puis s'il désinstalle l'application, il n'est plus notifié du tout, donc c'est instantané. Vous recevez le message ou vous ne le recevez pas en fonction de si vous avez activé l'application ou pas. Il n'y a pas de temps de formation ou de montée en charge. Côté régulateur, il y en a bien sûr parce que le logiciel est beaucoup plus complexe. Mais côté effecteur, c'est juste une notification, oui, non. Après, les écrans sont assez bien faits, assez simples. L'effecteur, une fois qu'il a accepté la notification, il a accès là aux données d'identité du patient, à ses coordonnées, etc. Et puis quand il a fini la prise en charge, il peut sur le même écran indiquer ce qui a été fait comme prise en charge pour la boucle retour vers le SAS libéral et le SAMU. Mhm. Et donc, c'est le médecin qui contacte le patient quand quand il prend l'appel, ou c'est le patient qui va avoir ses coordonnées, qui va le contacter. Non, c'est le médecin qui le contacte. Ah ouais. Le patient est prévenu qu'il va être contacté par un médecin avant qu'on lance les notifications en tract, donc avant qu'on sache qui va le contacter. Et c'est le médecin qui le contacte. Et à partir de là, c'est la prise en charge normale avec l'organisation normale du médecin Mhm. Mhm. ou de sa secrétaire. Mhm. Mhm. Question peut-être naïve, est-ce que ce dispositif à l'heure où nous parlons, puisqu'au niveau national il a sa version bêta, est-ce que l'une ou l'autre, Madame Hubert ou Madame Adjedj, vous avez une idée du nombre de médecins qui sont, j'allais dire, tout simplement familiarisés avec le SAS national, la plateforme nationale Mm. numérique, simplement dans la théorie? Au-delà de franchir le pas et de dire je vais télécharger telle appli, etc. Est-ce qu'on peut dire que c'est le cas pour 100% d'entre eux? Est-ce que c'est le cas pour 80%? Est-ce que vous avez des chiffres au niveau du Bas-Rhin? Au niveau du Bas-Rhin, non. Par contre, on a une expérience sur Nancy. En fait, la problématique qu'on a sur le SAS 54, c'est que même pas 1% des médecins veulent faire partie du service d'accès national aux soins, en fait, sur la plateforme numérique. Du coup, en fait, c'est des médecins en fait qui veulent qu'on s'adapte à leur manière de travailler Mhm. et non le contraire. En fait, c'est vraiment notre qualité sur le 54. Ça demande beaucoup, beaucoup plus de travail que c'est vrai qu'un SMS, c'est sûr,
Mais par contre, la qualité bah, à mon avis, hein, derrière est plus importante, c'est-à-dire que on va assez loin dans la prise en charge du patient. Mhm. C'est-à-dire qu'en fonction, si c'est un patient handicapé, un patient étranger, si c'est un patient, si c'est, on a des médecins généralistes qui n'aiment pas la pédiatrie, il y a des médecins généralistes qui n'aiment pas la gériatrie. En fait, on le prend en compte. Et plus on a de médecins infecteurs, plus finalement, en fait, on arrive à du 60% de médecins infecteurs sur Nancy, ce qui est énorme, ce qui me paraît vraiment énorme. Après, je Et- pense vraiment qu'en fait, on est obligé de passer par SOS médecin. Moi, on est obligé de passer par SOS médecin dans le cadre où la problématique, c'est les médecins généralistes aujourd'hui ne veulent pas faire de visite à domicile sur des patients qui ne font pas partie de leur patientèle, en fait. Mhm. Mhm. Et, C'est, mhm. et ça se passe bien, en fait. On a une bonne cohérence sur le 54 avec SOS médecin, le SAMU, vraiment, tout se passe bien, en fait. Et- Ouais. D'accord. Et du coup, Madame Adjedj, est-ce que vous avez déjà réalisé au niveau du SAS L67, je ne sais pas, une opération de mailing, un appel général? Très concrètement, vous avez déjà des données? Oui, il y a eu une grande campagne qui a été faite il y a 4 ans quand ça a été lancé. Ça a été suivi dans les années suivantes. Donc, il y a eu même une campagne grand public, abribus, etc. Là, comme on est en train de passer du dispositif expérimental 116-117 au dispositif national SAS, Mhm. on n'a pas encore de communication. On était en réunion aux US justement ce matin pour essayer d'établir des objectifs de communication et puis après convier l'ARS aussi à la réflexion. Mais on n'a pas relancé de campagne auprès des médecins, puisque comme on n'est pas encore dans le dispositif cible, Mhm. voilà, même le nom, en fait, on ne sait pas si on va garder 116-117. On avait aussi un médecin, appelé un médecin. Mhm. Là, ça s'appelle maintenant SAS, donc tout ça, c'est pas encore sec. On est vraiment en transition entre l'expérimentation et le dispositif cible. Moi, j'aurais bien voulu retourner la question à mesdames Schwaller et excusez-moi, j'ai plus le nom de la dame qui n'est pas Annelise, voilà, mais docteur Pinzaro. Bizarre. Oui, je voulais savoir, est-ce que vous connaissiez le 116-117? Qu'est-ce qui vous a amené là ce soir? Alors, je vais peut-être parler vu que Dr Pinzaro le fait par message. Moi, ce qui m'a intéressé ce soir, c'est de voir la multidisciplinarité et donc, par déduction, la complémentarité un peu des différentes professions. J'ignorais complètement le 116-117. C'est vrai que on passe plutôt par le 15, on conseille de passer par le 15 ou par SOS médecin qui est la branche locale la plus connue au niveau de Strasbourg et des hôpitaux. Il me semble qu'ils ont ouvert également, alors je ne sais pas si c'est en lien avec vous, une antenne à côté des urgences de l'hôpital civil. C'est pas en lien avec le SAS, mais SOS, c'est un peu la pierre angulaire du SAS 67. C'est SOS et la D'accord. DPS. Ouais. Mais donc ce sont deux choses qui se superposent, qui cohabitent ensemble. C'est Avec l'antenne qu'ils ont au nouvel hôpital civil? alors, entre SOS médecin et vous. Dans ce En cas-là, fait, vous travaillez SOS avec médecin, eux ou... le SAS 67, c'est une association et c'est l'association de tous les représentants, quasiment tous, du monde de la santé dans le 67. Donc, il y a des CPTS nombreuses, dont COSEN, qui est un pilier. C'est l'URPSML aussi, l'URPS kiné, l'URPS sage-femme, hein, l'URPS infirmier, le DAC Alsace et la DPS et l'URP et SOS médecin
pour les associations de permanence, enfin de médecins de garde. Et donc, nous, on est juste le regroupement de tous ces acteurs qui sont les grands acteurs de la médecine libérale, enfin de la santé libérale. Et je précise d'ailleurs, puisque vous êtes pharmacien et que je vous ai parlé des autres URPS, à terme, une fois qu'on aura bien stabilisé ce qu'on fait déjà actuellement, l'objectif, c'est de pouvoir mettre en place aussi des téléconsultations, des téléprescriptions, pouvoir orienter potentiellement directement vers le pharmacien, se spécialiser sur des filières. On nous parle beaucoup de dentaire, de psychiatrie, etc. Donc, d'élargir un peu le champ d'action et puis de mettre les infirmiers dans la boucle. Voilà, pour les autres professions, kiné, sage-femme, ça viendra aussi. C'est pour ça qu'ils font partie de l'association. Mais donc, vous parliez de pluridisciplinarité. Voilà, c'est dans ce sens que ça a été construit. Et ma seconde question est justement pour l'instant, c'est que des médecins généralistes ou il y a d'autres spécialités qui sont référencées dans les 60 médecins Régulateurs? c'est ça? Pas Les les médecins régulateurs? régulateurs, mais les médecins qui font partie justement Le qui dispositif. peuvent consulter à distance. Oui, alors Ou les faire une effecteurs, visite. j'ai pas leur spécialité dans les données comme ça qui remontent automatiquement, mais j'ai regardé un petit peu par curiosité parce qu'ils sont pas si nombreux. Il y en a 70 à peu près sur 2023 qui sont intervenus. J'ai vu qu'il y a gériatre, mais voilà, je peux plus vous répondre par l'anecdote que par des faits chiffrés. Ce sont majoritairement des médecins généralistes. Oui, Ce sont oui, majoritairement des médecins généralistes qui travaillent pour SOS Médecins, puisque quasiment tous les médecins généralistes qui travaillent à SOS Médecins font de la régulation. Et ce sont des médecins généralistes qui travaillent pour la SUM 67. Euh, c'est peut-être pas la plus grande partie, mais qui sont aussi régulateurs. Je ne la crois pas que DPS. la DPS un petit peu Mm. aussi, mais je crois que ce sont quasiment toujours des médecins généralistes qui font de la régulation. Il y a peut-être quelques spécialités, mais c'est très, très anecdotique, hein. Oui, en tout cas pour les effecteurs, si on veut élargir, et comme je vous disais, dentiste, psy, là il va falloir que nous on monte vraiment des filières, puisqu'aujourd'hui les effecteurs c'est plutôt généraliste. Les motifs de consultation sont assez généralistes, mais il y a d'autres, on est en rapport avec d'autres SAS, on fait des réunions régulièrement. Il y a d'autres SAS qui ont commencé plutôt par les filières spécialisées euh, avec moins de créneaux, moins de couverture horaire, mais qui se sont plus spécialisés. Donc voilà, c'est aussi une voie possible. Oui, le SAS, par exemple, le SAS de Metz a une filière spécialisée sur la santé mentale. Mhm. C'est tout à fait intéressant. Il y a des filières spécialisées sur la question de la santé des femmes. Des choses comme ça peuvent se faire. Je pense que c'est en gestation, mais pour l'instant, le 116-117, le SAS 67, il est essentiellement de type généraliste. Je crois que c'est comme ça qu'il faut l'entendre. Je crois qu'il y a des besoins, on l'a vu dans la réunion, la première réunion présentielle et peut-être dans la deuxième, et peut-être qu'aujourd'hui, il y a des besoins d'aide de régulation pour d'autres spécialités, pour la pédiatrie, pour la pharmacie peut-être aussi, parce que les pharmaciens sont souvent en première ligne, ils peuvent être confrontés à un besoin de soins que leur exprime un patient et de devoir conseiller, de devoir aider à orienter. Donc il y aura certainement des filières qui vont se créer. Et du côté de la CPTS, on va rester extrêmement ouvert à cette question, en cherchant à travailler avec le SAS tel qu'il existe, avec le SAS avec cette importante capacité de réguler et d'orienter. C'est vraiment quelque chose de précieux qu'on veut vraiment soutenir. Euh, mais en le taillant sur mesure sur les besoins du territoire. Et c'est ça qu'on est en train de proposer, cette alliance comme ça entre les CPTS, hein, parce qu'il n'y a pas que nous, il n'y a pas que la CPTS Eurométropole Nord, il y a les autres CPTS qui vont aussi se mettre à travailler avec le SAS, et le SAS, qui est ce service départemental,
on cherche à mettre en place les moyens de répondre aux besoins du département 67 sur les besoins de soins en complément du service d'urgence qui est réalisé par les services du SAMU. Là, c'est l'urgence qui est gérée de ce côté-là, avec un bon interfaçage. Pour ce qui est de la pédiatrie, est-ce que, Mme Pinzaru, vous identifiez, vous imaginez participer tel quel au SAS, ou bien est-ce que vous avez des besoins auxquels le système SNP pourrait répondre? Je ne sais pas si vous arrivez à prendre la parole. Vous avez le droit d'écrire. Elle a écrit. Ouais, ouais. Il n'y a pas beaucoup de pédiatres à Cheltenham, c'est clair. La demande est très forte avec le CMCO à côté. J'ai souvent des demandes de patients suivies par la PMI en dehors de leurs horaires d'ouverture, absolument, hein. Et donc ça, c'est une vraie question parce que ouais, vous n'arrivez pas à démarrer le micro. C'est pas grave. En tout cas, c'est intéressant que vous ayez participé ce soir parce qu'en fait, on voulait aussi ouvrir à des spécialités comme la vôtre, qui sont des spécialités de premier recours, très orientées sur la population des enfants, évidemment, hein, et de mettre en place des moyens de vous aider à répondre à ces besoins, en sachant que aucun médecin ne peut être 100% 24 heures sur 24 sur le terrain. Donc, il faut qu'on s'entraide et qu'on voit comment ces réponses peuvent être faites. Et l'entraide, ça passe par la régulation que réalise le SAS et ça passe par les possibilités d'intervention quand il y a besoin, parce que finalement, c'est pas si souvent que ça, hein. Quand je vois les statistiques des interventions induite par le SAS, c'est pas si nombreux que ça. Mais ça peut être de pouvoir, de dire, OK, là maintenant, Mme Pizzaru n'est pas disponible pour un gamin qui va pas bien et qui a besoin d'un soin dans les 8 heures qui suivent. Eh bien, un médecin de proximité va pouvoir aider pour ce soin-là et qu'elle soit au courant que ce soin a été réalisé. Comme ça, quand elle revoit son patient, elle pourra prendre la suite. C'est simplement ça qu'on veut faire, hein. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ou peut-être... Ah, j'essaie de répondre à toutes les urgences, mais parfois je suis débordé, nous dit Madame Zaru. Oui, oui, absolument. C'est toujours la difficulté, c'est l'urgence aussi, l'urgence ressentie. On a des personnes, quand ils ont un de leurs proches qui est extrêmement fébrile, qui a extrêmement mal, il y a une urgence ressentie. Et là, il est tout à fait intéressant d'avoir la possibilité d'être entendu par un médecin régulateur, ce qui va pouvoir qualifier le niveau d'urgence et peut-être rassurer la personne, peut-être le conseiller, ce qui vous disiez, 70% des cas, ça débouche sur un conseil. Peut-être dans certains cas, intervenir en lui transmettant, c'est quelque chose qui va se mettre en place, en lui transmettant une prescription, si c'est nécessaire, ou bien passer la main à un collègue, soit un centre de consultation non programmée, soit le CMSI qui est à Schiltigheim, soit les médecins qui sont sur le territoire. Il va y avoir des gens qui vont être en capacité de répondre à ce besoin avec la personne qui se déplace, qui amène son gamin pour voir un collègue, ou bien dans certains cas, une téléconsultation qui va pouvoir être faite, ou bien dans d'autres cas, d'avoir un professionnel qui est capable de se déplacer et d'aller à domicile. Et tout le monde, là je reprends ce qu'indique Madame Adjet, Hmm. c'est intéressant que tout le monde peut indiquer sur son répondeur la possibilité de joindre le 116-117. C'est le, l'outil, enfin, Le canal. Hmm. le canal principal qui permet de répondre dans tous les cas à ces besoins de soins non programmés. On avait eu une suggestion aussi intéressante hein, lors du premier présentiel. J'ai oublié son nom, mais d'un monsieur qui représentait une association d'usagers qui suggérait
de porter des affichages, notamment ou de manière dématérialisée sur les sites des mairies. Parce qu'en effet, souvent, les personnes dans une situation, on va dire, plus tranquille, pas forcément de soins, peuvent avoir cette information, la noter ou en tout cas la mémoriser. Et du coup, c'est vrai que c'est un canal intéressant aussi. Je vais partager, je vais essayer de repartager mon écran pour Il y a montrer. des affiches grand public Oui, qui sont placardées ou des En choses comme voici ça? une. Hmm. D'accord. C'est une affiche que déploie actuellement la CPTS pour justement soutenir le 116-117. Cette affiche est mise à disposition de toutes les bonnes volontés dans leur salle d'attente, des soignants du territoire. Et si vous ne l'avez pas, c'est pas compliqué, vous appelez la CPTS, on vous en apporte, ou bien on peut vous la transmettre, enfin vraiment à votre volonté. C'est tout à fait intéressant d'avoir cette possibilité. Comme dit Madame Adjedj, le 116-117, c'est la colonne vertébrale de la réponse aux besoins de soins non programmés sur le Bas-Rhin. vous êtes où, Madame Schwaller? Votre pharmacie, elle est où? À la frontière de Schietigheim et Bischheim, dans le quartier des écrivains, vers la Bon, Clisson. ben, si j'arrive cette semaine, je passerai vous déposer une affiche aussi, si Oui, vous voulez. avec plaisir, oui. Ouais, merci. Oui, c'est très bien, oui. Très bien. Donc ça, c'est une belle collaboration entre le SAS et la CPTS. C'est ça qu'on vise, hein. Super, merci, hein. Voilà. Très bien. Est-ce que il y a encore des questions ou des remarques? Peut-être vous laissez conclure, Pierre? Oui, eh bien, écoutez, je vous remercie d'avoir été présent. On n'est pas nombreux, hein, vous le remarquerez, et c'est quelque chose qui me frappe, qui me préoccupe d'ailleurs. On a organisé 2 réunions présentielles. La deuxième se tiendra demain soir. Et cette rencontre de webinaire qui est enregistrée, il n'y a pas énormément de monde qui vient se renseigner. C'est embêtant parce que ça donne le sentiment que chez les professionnels du terrain, la question des soins non programmés, soit c'est leur quotidien, ils le font, et il y a leurs patients qui viennent et ils les gèrent eux-mêmes, soit quand ils n'y arrivent pas, ben, ils disent tant pis, c'est pas moi, je ne suis pas vraiment concerné et je laisse le 116-117 se débrouiller, je laisse les organisations de réponse aux soins non programmés se débrouiller, moi j'y arrive plus. Euh, Au niveau de la CPTS, on pense que on n'est pas condamné à cette situation-là. Il y a 2 ans, on avait fait une expérimentation en recourant au service de Stan Pro et où, à partir du moment où des appels étaient transmis, ben, il y a plein de collègues qui ont réagi. Il y avait 60% de réponses aux besoins de soins. Donc, les collègues sont encore mobilisables, seulement ils sont certainement extrêmement occupés et probablement un peu démobilisés actuellement. Donc, ce qu'on vise là maintenant dans ce travail de communication, c'est de laisser penser que oui, c'est possible et d'aider. On ne peut pas les laisser se débrouiller tout seuls, c'est trop trop lourd. Il faut être extrêmement organisé pour arriver à répondre à quelque chose comme ça. Et donc, ce que fait la CBTS, c'est proposer de l'organisation parce que la CPTS est financée pour ça. C'est grâce à ces financements publics que nous pouvons nous investir dans ce genre de tâches. Donc, ce webinaire, parlez-en autour de vous, C'est ça. diffusez-le. C'est un document, c'est un outil de connaissance qu'on a voulu un peu étoffer. Il y a pas mal d'informations qui sont passées ce soir. Et par la suite, n'hésitez pas à contacter, que ce soit Madame Adjedj,
que ce soit le SAS 67, que ce soit la CPTS. N'hésitez pas à contacter. S'il y a des questions qui relèvent auxquelles, au niveau de la CPTS, on n'a pas la réponse, on saura les transmettre au SAS 67. Ce sera important qu'on fonctionne de cette manière. Et réciproquement, le SAS pourra nous solliciter pour des réponses de proximité. Voilà. Donc, je vous remercie très sincèrement d'avoir été présent. Je remercie tous ceux qui nous ont aidés à mettre en place ce webinaire. C'est un gros travail. Il n'y paraît pas, mais en fait, c'est un énorme travail. Et ce webinaire va donc être disponible en accès sur le site de la CPTS.